grande prière, le chef de l'État s'est acquitté de ses obligations religieuses à la mosquée de Corentin. Professeur Alpha Condé et des fidèles musulmans ont prié pour la paix et l'unité nationale dans notre pays. Reportage Sanassi Kita. La mosquée Corentin, blottie dans la commune de Kaloum. C'est ici que le président de la République, en compagnie d'une forte délégation, est venu accomplir ses obligations religieuses de ce vendredi, 14-11e mois 2014. Dans son sermon, l'imam de cette mosquée a invoqué le nom de Dieu, le clément et miséricordieux, afin qu'il accompagne le peuple de Guinée dans la lutte engagée contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. À sa sortie de la mosquée, le chef de l'État a été ovationné par les habitants du quartier venus lui exprimer leur soutien inconditionnel. Peu après, le président de la République s'est rendu au quartier Taouya, dans la commune de Ratoma. Taouya, où professeur Alpha Condé est venu présenter ses condoléances les plus attristées à la famille Condé, suite à la mort de Hadja Malinouma Condé, épouse de Hadj Mamoudou Condé, dont est des ressortissants de la sous-préfecture de Barou, à Conakry. Professeur Ko, Panyana Taï Sabarlandi, Koto Anabasi Meya, Aleto Anabasi Kelen Seturea, Ale Kelen Ne Mafanko, Kaleta Kala Ajansi La Pondeka, Ali Alaji Mamari Konde Denube, Kokana Kana Amfabra Sabarlandi, Les prières et bénédictions ont été enfin formulées afin que Dieu le Tout-Puissant, le clément et miséricordieux, accorde son paradis à feu Hadja Malinouma Kondi, décédé le jeudi dernier des suites de maladie. Après donc la prière du vendredi, le président de la République s'est rendu sur le chantier du futur grand marché en construction à Dabodi. C'est dans la commune de Matam. Bâti sur une superficie de 8 hectares, ce marché comportera plus de 800 boutiques reparties en 3 secteurs. Les travaux avancent, c'est ce qu'a constaté cet après-midi le chef de l'État. Retrouvons Sanassi Keita. C'est un marché en chantier qui s'étend sur une superficie de 8 hectares. Préoccupé par la réalisation de cette infrastructure de grande envergure, le président de la République arrive sur les lieux. Objectif, constater l'état d'avancement des travaux de construction de ce marché moderne de Conakry, situé à Dabondi, dans la commune de Matam. C'est une visite importante qui témoigne l'importance que le président de la République accorde pour les femmes et les hommes qui sont dans les marchés dans des conditions hygiéniques mauvaises. Et ce marché pourrait abriter, n'est-ce pas, tous les commerçants qui sont sur les marchés. Donc c'est une visite importante et nous pensons que d'ici le mois d'avril, si ce projet est terminé, ça pourrait donner un oxygène important pour l'environnement de la ville de Conakry. La construction de cette infrastructure moderne témoigne de la volonté du professeur Alpha Condé à accompagner les vendeurs des produits de tout genre dans la recherche de leur quotidien. Le marché est composé en 3 zones. Il y a une zone, la première zone que vous voyez en face, les 2 immeubles qui sont en face, c'est les immeubles qui sont réservés pour les banques et assurances. Les hangars que vous voyez, c'est les boutiques qui seront installées. Il y a 3 hangars qui sont prévus pour les marchés légumes et fruits et légumes, au fond, que vous voyez au fond.
D'ici lundi, nous allons commencer à élever la structure métallique de ce marché. Le président de la République a mis cette visite à profit pour appeler les responsables en charge de la construction de ces marchés modernes à accélérer les travaux qui doivent pratiquement finir en février 2015. À l'hémicycle, l'examen du budget 2015 se poursuit. Les travaux portent actuellement sur la défense du volet dépenses des budgets sectoriels. Plusieurs départements ministériels et institutions nationales ont répondu aux questions des députés dans les commissions. La synthèse avec François Lama. Après examen et adoption du volet recettes du budget 2015, les honorables députés s'attellent actuellement à l'examen du volet dépenses de la loi de finances initiale 2015. Ce sont plusieurs départements ministériels et institutions nationales qui ont déjà défendu le volet dépenses de leur budget sectoriel devant les députés. Nous avons discuté avec le ministère du Plan, avec le Conseil national de la communication et la primature. Nous avons vu la politique du ministère du Plan, notamment tout ce qui est perspective économique, tout ce qui est plan de développement économique. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de radios privées à l'intérieur du pays où le Conseil n'est pas représenté. Donc il va falloir dans les années à venir se décentraliser. Nous avons discuté avec le directeur du cabinet et les différents conseils du Premier ministre pour voir comment on peut rationaliser l'ensemble de ces structures. D'une manière générale, les institutions marchent. Dans la commission développement rural et environnement, les interrogations des députés sont nombreuses. On a beaucoup parlé de maîtrise d'eau, on a beaucoup parlé de désenclavement, la transformation et puis de la conservation des produits agricoles. Ils sont nombreux, les départements ministériels et institutions nationales qui sont repartis satisfaits. Les priorités du département de l'agriculture tiennent à ses fonctions régaliennes qui sont essentiellement l'appui aux producteurs, et donc il nous revient au ministère d'assurer l'encadrement du secteur productif, de mettre en place les stratégies de la politique de développement agricole du pays. C'est la volonté du gouvernement de développer ce pays, c'est ça le plan quinquennal. Maintenant, par rapport à ça, il faut tenir compte aussi des moyens limités de l'État. Mais il faut que l'argent aille vers les secteurs prioritaires tels que l'énergie, les routes, la bonne gouvernance. On a eu à donner des éclaircissements sur l'action de gouvernement de coordination que nous menons et aussi sur l'évaluation des ministères que nous faisons périodiquement. D'autres rencontres sont également projetées ce samedi dans plusieurs commissions techniques consacrées au volet dépenses du budget 2015. Le projet d'extension du terminal à conteneurs du port autonome de Conakry était au centre d'une conférence de presse ce matin. Son exécution est imminente. Les autorités portuaires annoncent également de nouvelles orientations dans leur politique de gestion. La rencontre a permis d'évoquer la nature du partenariat avec le groupe Bolloré. Compte rendu, Makali Souma. Le 11 mars 2011, Bolloré Africa Logistique s'est vu attribuer dans le cadre d'un partenariat public-privé la gestion et le développement du terminal à conteneurs du port de Conakry pour une durée de 25 ans. Mais la décision prise par le port autonome de Conakry de confier à partir de ce 1er novembre la manutention des navires ro-ro, transport des véhicules à Conakry Terminal fait jaser du côté des autres sociétés opérant au port autonome. Selon l'autorité portuaire, les motivations qui sous-tendent cette décision sont pourtant sans équivoque. Pendant 22 ans, on n'a pu poser aucune brique. Donc il a fallu l'arrivée du président pour nous accompagner parce qu'en fait, avec Jetman International, ils n'ont pas pu répondre à nos préoccupations. Voilà pourquoi nous avons résilié la convention avec Jetman International et on s'est engagé dans ce partenariat public-privé. Nous remercions aujourd'hui nos partenaires, particulièrement Bolloré, qui, grâce à la confiance qu'il a placée en notre pays et au président de la République, nous avons aujourd'hui un terminal à conteneurs flambant neuf. Nous allons avoir un quai de moins 13 mètres de profondeur avec 338 mètres linéaires et un terminal avec un espace de 20 hectares. Mais d'ici au courant de 2015, ce qui est encore très important, c'est que ce terminal à conteneurs va être équipé de portiques. Des portiques qui nous permettront d'accélérer la cadence de traitement des marchandises. Ces navires sont souvent en rade faute d'espace au port. Certains sont même détournés sur des ports de la sous-région. Mais le calvaire n'est plus pour longtemps. Le gouvernement avait promis un terminal moderne et performant. Aujourd'hui, c'est chose faite. En termes de gestion des ro-ro, nous avons 20 hectares.
20 hectares de terre plein qui seront aménagés. Les véhicules seront catégorisés dans ce parc. Les véhicules neufs seront à un niveau. Les véhicules de 5 ans seront à un niveau, ainsi de suite, pour sécuriser les biens. Sur les 144 millions d'euros que Bolloré avait promis d'investir en 3 ans, 133 millions ont déjà été injectés dans l'extension et l'aménagement du port. Avec ces réformes, le port autonome de Conakry veut s'imposer une rigueur, passer de la gestion au quotidien à la mission stratégique digne des grands ports. Il a même en vue la mise en place d'un guichet unique pour faciliter les commandes et surtout le paiement de toutes les factures sur le net. La coordination générale de la SEG, Société des eaux de Guinée, a pied d'œuvre pour réparer la conduite principale d'eau traitée endommagée à Kisosso dans la commune de Matoto. De nouveaux équipements sont déjà arrivés à Conakry. Les techniciens seront déployés les prochains jours pour résoudre ce problème récurrent. Reportage Komara Moussa. La conduite principale d'eau traitée à Kisosso est cassée. Cet incident a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Les responsables de la SEG sont venus évaluer les dégâts enregistrés en vue de trouver des solutions pérennes. Je suis venu en personne avec une partie du personnel de l'ambassade du Japon pour vérifier l'ampleur des dégâts, voir les blessés, compatir à leur douleur et aussi évaluer le volume des travaux à faire dans le cadre de la réparation de cette conduite. À Conakry, Kisosso est le quartier qui enregistre le plus de dégâts à chaque fois que cette conduite est en panne. Depuis 2009, le quartier a connu 11 casses en dépit de la réduction de la pression des services. L'occupation anarchique des emprises des conduites principales est indexée. Toutefois, les responsables de la SEG sont disposés à résoudre ce problème devenu récurrent. L'arrivée de ces nouveaux équipements se situe dans ce cadre. On va essayer de changer les parties qui font plus de casse, c'est-à-dire vers la falaise, pour un peu remédier à cette solution. Donc nous lançons un appel à la population de ne pas continuer à construire le long de nos conduites. Il y a une distance à respecter. Sur le terrain, le constat révèle que certains riverains percent délibérément ces tuyaux, ce qui du coup aggrave la panne. Les autorités de la SEG invitent les uns et les autres au civisme et rassurent que les dégâts seront bientôt réparés par ces techniciens. Nous souhaitons que la SEG nous change l'installation. Parce que l'installation qui est là, c'est en caoutchouc, nous ne sommes pas en sécurité. Cette année, c'est la deuxième casse de ce tuyau avec des dégâts non des moindres. Ces équipements valent 150 millions de francs guinéens. Il s'agit de fournitures informatiques offertes par la Chine au ministère de la fonction publique. Le geste accompagne le programme de modernisation de l'administration guinéenne. Explication Mamadi Terna Kamisoko. 14 ordinateurs, dont ceux des réseaux et leurs accessoires, des imprimantes et une photocopieuse, c'est l'assistance qu'offre la Chine. Ces équipements informatiques sont censés renforcer la capacité opérationnelle des cadres de la fonction publique. Objectif, accélérer la mise en œuvre du programme de réforme de l'État et de modernisation de l'administration guinéenne. Nous sommes ravis de voir que le ministère, sous la direction du ministre, a obtenu des résultats encourageants dans le recensement biométrique des fonctionnaires, l'assainissement des fichiers de la fonction publique, l'établissement de l'École nationale d'administration de Guinée et le recrutement des jeunes fonctionnaires, et apportant ainsi une contribution importante à la réforme en Guinée et à la modernisation de son administration. C'est le 15 octobre dernier que le ministre de la fonction publique a exprimé ce besoin à l'ambassadeur de la Chine en Guinée. À moins d'un mois, Pékin a réagi favorablement. Au nom de mon personnel, au nom du gouvernement guinéen, permettez-moi de vous traduire toute notre reconnaissance, toute notre amitié et tous nos remerciements. Nous ferons bon usage de ces équipements. Au-delà de l'acquisition du matériel informatique, le ministre Kourouma entend sceller un partenariat dynamique avec la Chine pour la suite des programmes de réforme de l'administration publique.
Plus de 200 Guinéens émigrés ont bénéficié du programme d'aide au retour volontaire suisse. La nouvelle, on l'a apprise à la Maison de la Presse où les responsables de l'OIM, l'Organisation internationale de la migration, ont donné une conférence de presse. Cette démarche devrait aider les immigrés clandestins guinéens en Europe à rentrer dignement au pays. Reportage Tchernos Mandialo. Pour les Guinéens vivant en Suisse dans des conditions illégales et désireux de rejoindre leur patrie, il existe un programme de retour volontaire. Financé par le gouvernement suisse et exécuté par l'Organisation internationale de la migration OIM, ce programme est soutenu par le gouvernement guinéen. Depuis 2005, 277 Guinéens vivant en Suisse ont bénéficié de ce programme. Ils ont reçu chacun 4 000 $ à leur retour en Guinée, soit plus de 25 millions de francs guinéens pour faciliter leur réintégration socio-économique. Certains ont réussi à monter de petites entreprises, préférant garder l'anonymat. Ils racontent leur calvaire d'immigrés clandestins en Suisse avant d'encourager leurs compatriotes à choisir la voie du retour volontaire. Depuis que je suis revenu, l'OIM a respecté ses engagements et aujourd'hui je travaille. La plupart des bénéficiaires guinéens du programme suisse d'aide au retour volontaire sont issus de la région de Conakry et de la préfecture de Koundara. Depuis le début du programme il y a 9 ans, leur nombre est sans cesse croissant. Pour comprendre les raisons du départ massif des jeunes, l'OIM entame mener des études. Le programme il débute depuis la Suisse. Les conseillers en Suisse, il y a des conseillers cantonaux qui préparent les candidats au retour volontaire au voyage. Et nous, au niveau de Conakry, notre intervention commence avec l'assistance à l'aéroport. L'assistance à l'aéroport, l'hébergement ou l'accompagnement à domicile. Il y a aussi l'assistance à la réinstallation qui permet aux retournés vraiment d'avoir un peu d'argent pour qu'ils puissent répondre à ses premiers besoins quelques heures après son retour au sein de sa famille. Le gouvernement guinéen encourage le retour volontaire des immigrés clandestins. Des démarches sont actuellement en cours au niveau du ministère délégué des Guinéens de l'étranger pour connaître leur effectif. L'OIM travaille avec l'accord du gouvernement. L'OIM appuie le gouvernement dans le processus de retour volontaire. Vous savez que les Guinéens qui sont dans des problèmes de papier vivent dans des conditions misérables et OIM est là pour les appuyer afin de les assister lors de leur retour. Les bénéficiaires du programme d'aide au retour volontaire reçoivent l'accompagnement des agents de l'OIM dans la mise en œuvre de leurs projets en Guinée. L'organisation s'investit aussi dans d'autres programmes financés par des États comme le Canada pour favoriser le développement local. Et puis, cet appui logistique pour faciliter le travail de terrain, le groupe Rio Tinto offre 20 pick-up et du carburant pour aider dans la lutte contre Ebola. Ces équipements vont servir au transport des malades d'Ebola. Dans ce lot de dons figurent aussi des tentes climatisées. Reportage Bakary Bamba Kondi. La société Rio Tinto s'infère aux côtés de l'État guinéen dans sa croisade contre le virus Ebola. Elle le matérialise à travers ce don de matériel pour soutenir la logistique des organisations humanitaires luttant contre Ebola. Le don est composé de 20 véhicules Land Cruiser munis de systèmes de communication, des camps miniers mobiles qui permettront d'augmenter les capacités d'accueil et de traitement des malades. Aussi des médicaments, équipements de protection et conteneurs de tentes font partir du don. Nous faisons partie de cette communauté de la Guinée. Nous sommes ici depuis plusieurs années et on espère être ici encore pendant plusieurs années, 50 ans, 70 ans. On a investi beaucoup sur le personnel, on a investi beaucoup dans le projet et nous faisons partie de cette communauté de la République de Guinée. Ces dons arrivent au moment où tous les acteurs humanitaires sont sous la leadership du gouvernement de la Guinée, se mettant ensemble pour lutter efficacement et vaincre la propagation de l'épidémie d'Ebola. Satisfait de cette action humanitaire, le représentant du ministre en charge de la Santé remercie le donateur au nom du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Et si Ebola est un problème économique, il y a de bonnes raisons que le Rio Tinto se mobilise pour aider à mener cette lutte, pour écarter le plus rapidement possible l'aspect économique,
que nous connaissons par rapport à Ebola. Je voudrais donc, au nom de toutes les autorités, vous remercier et vous rassurer que nous prendrons toutes les dispositions pour que la lutte devienne davantage efficace à travers cette donation par rapport à l'utilisation des véhicules que vous mettez aujourd'hui à notre disposition. La société Rio Tinto s'est engagée à soutenir les projets de prévention au sein des communautés. Elle appuie financièrement la Croix-Rouge guinéenne pour secourir les familles en quarantaine et compte fournir de l'équipement médical aux hôpitaux de Beila et Folkaria. La vie après Ebola, à quoi elle ressemble surtout pour les personnes guéries? Voilà un miraculé, médecin de profession. La vie lui a donné une seconde chance. C'est un guéri d'Ebola. Cette seconde vie, il la consacre à l'éradication de l'épidémie. À peine sauvé de la maladie, Thierno Sadou a repris du service. Il témoigne au micro de Denise Timbo Mungono. Bienvenue dans la famille Diallo au quartier Bonfi, en banlieue de Conakry. La petite famille modeste et heureuse savoure la vie en pleine forme. Pourtant, il y a 2 mois, un événement malheureux a déstabilisé la quiétude de cette famille. Le père, un médecin, avait contracté le virus Ebola. C'était lors d'une césarienne. Alors, on a opéré une dame. Il y a eu complications. On nous a fait appel. Donc, alors c'est dans ce cas, moi je suis venu à l'aide. Et on ne savait pas que la femme était infectée d'Ebola. Alors, nous avons fait l'intervention et après, on s'est rendu compte que la femme qu'on a opérée était atteinte d'Ebola. Donc, dans les questions, parce que nous avons constaté après l'intervention qu'il y a toujours l'hémorragie et vraiment la manière dont cela se faisait était un peu nouveau pour nous. Et comme on était dans une période d'épidémie, alors nous avons posé quand même des questions à tout le monde et on a trouvé effectivement que la femme est rentrée au bloc opératoire avec une température de 40 degrés et on a continué les investigations, on a trouvé que la femme dans la salle de travail avait fait la diarrhée, elle avait vomi plusieurs fois. Alors comme ça, nous sommes inquiétés vraiment. Face à cette douloureuse nouvelle, la famille Diallo est restée sereine et solidaire. Le couple s'est trouvé confronté à la pire des épreuves. J'étais allé au centre, je l'ai vu, il m'a dit, je l'ai toujours encouragé, j'ai dit, il faut prendre le courage, il faut être fort, tu vas sortir ici. On a beaucoup de projets à faire, il y a les enfants, et puis la vie nous attend. Aujourd'hui, la tristesse cède la place à la joie. Une seconde vie commence pour Sadou. Dans le quartier, la réinsertion ne pose pas problème. Le jeune médecin se fait le devoir de sensibiliser son entourage sur l'épidémie Ebola et les mesures préventives adoptées. Le message trouve un écho favorable. Maintenant, nous croyons à l'existence de cette maladie. Le docteur est tombé malade d'Ebola. Dieu merci, il en est guéri. Nous croyons également qu'on peut guérir d'Ebola en se rendant dans un centre de traitement. Centre médical de Matam, lieu de travail de Sadou. Sourire aux lèvres, le personnel du CMC de Matam fête le retour d'un héros. Ici, on revient sur les mérites du médecin gynécologue, l'homme qui a sauvé la vie à des milliers de femmes. Tout le monde est content et tout le monde vraiment, les malades surtout, ils ont commencé à envahir ici. Malgré les risques qu'il a connus dans l'exercice de sa fonction, le jeune médecin reprend son travail avec beaucoup de motivation. Il s'engage de nouveau à promouvoir la santé du citoyen, comme il l'a juré dans son serment d'Hippocrate. Un atelier consacré à Ebola et à l'éducation vient de se tenir à Conakry. Il a été organisé par la Coalition nationale de Guinée pour l'éducation pour tous. Ce plateau a été lancé à l'occasion de la 23e journée nationale des ONG. Compte rendu, Mabintila Issouma. Cette année, la rentrée scolaire et universitaire est reportée à cause de l'épidémie d'Ebola. Pour une rentrée sécurisée, la Coalition nationale de Guinée pour l'éducation pour tous a organisé cette journée de partage. Objectif, divulguer le plan de riposte contre la maladie dans le système éducatif. Quand nos élèves et nos étudiants restent encore dans leur domicile de leurs parents, en train de prolonger les vacances,
alors qu'ils devaient être en classe à l'heure actuelle. Que des Guinéens encore continuent à nier vraiment l'existence de cette maladie. Donc nous avons dit qu'il fallait organiser cet atelier au niveau de la société civile pour que au moins nous qui sommes au niveau de la population, nous qui parlons le langage de la population, nous qui utilisons la langue du terroir, nous puissions avoir des messages plus simples, plus clairs et plus convaincants afin de convaincre nos parents, nos concitoyens de l'existence de cette maladie. Organisé en partenariat avec les autorités en charge de l'éducation, cet atelier a connu la participation de plusieurs ONG. Ces ONG s'engagent à intensifier leur activité de sensibilisation. Pour nous, il faut évaluer les risques de reprendre les cours aujourd'hui par rapport aux mesures prises jusque-là dans le cadre de l'ouverture effective des classes. Nous allons continuer ou alors poursuivre à sensibiliser dans les écoles vraiment de la nécessité pour les étudiants de s'impliquer dans la lutte contre cette maladie, notamment le lavement des mains ou le respect des mesures d'hygiène. Mais aussi, nous allons, pourquoi pas, prendre contact, comme ils l'ont suggéré ici, à tâche avec les structures internationales d'urgence qui se sont installées en Guinée pour voir comment dynamiser vraiment la lutte contre cette maladie dans les écoles et avec des éducateurs. La Coalition nationale de Guinée pour l'éducation pour tous compte prêter main forte aux autorités éducatives dans la sensibilisation contre l'épidémie. Le défi est que Ebola ne passe pas par l'école. Dans cette lutte, les artistes de la Mano River Union entendent jouer leur partition. Un projet culturel pour encourager la riposte sous-régionale est en cours. Le virus Ebola a déjà fait des victimes dans les 3 pays concernés, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Ces artistes sortent d'une conférence de presse pour parler de leur single à venir. Reportage, Sékou Fernand Kourma. Les artistes musiciens de la Mano River dans la lutte contre Ebola. Ils mesurent la gravité de la maladie. La santé des populations et l'économie des pays touchés en sont affectés. C'est pourquoi ils unissent leurs forces pour lutter contre ce virus. Pour le matérialiser, ils entendent sortir un single qui sensibilisera les populations de la Guinée, de la Sierra Leone et du Libéria aux moyens de prévention. Je demande à tout le monde de prendre des précautions nécessaires et de se rendre à l'hôpital au cas où l'on se sent malade. C'est la seule façon de sauver sa vie. Stop the spread. When you have Ebola, go to the hospital. Don't go and give it to someone else. En Guinée comme dans les 2 autres pays, les artistes avaient amorcé la lutte au plan local. Aujourd'hui, en étant ensemble, la lutte a plus d'effet. Il s'agit de nos peuples. Et c'est pour ces peuples-là que nous chantons. Quand ce peuple rit, nous rions. Quand il pleure, c'est normal, on ressent cela. Et ça a été pour moi un plaisir que Emma Smith, elle, quittait le Libéria pour se joindre à moi pour qu'on fasse Mano River. Un message vraiment qui va s'étendre beaucoup plus loin. Pour atteindre leurs objectifs, les musiciens de la Mano River Union sollicitent le concours des médias, histoire de promouvoir leurs actions, qui dit que ce n'est pas une façon d'amener les journalistes à former une union des 3 pays pour la lutte contre Ebola. En tous les cas, le single a été remis à la secrétaire exécutive de la Mano River Union. Cette année, la lutte contre l'épidémie d'Ebola focalise l'attention des 72 heures du livre. Le coup d'envoi de l'événement, c'était hier avec en prime le prix du jeune écrivain. Le thème de ce concours porte sur l'engagement dans la lutte contre l'épidémie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée en compagnie de nos programmes. À demain.